Quand on regarde la newsletter d'Emmanuel Vivier, on voit que le champ des possibles de l'IA explose à peu près toutes les semaines, tous les 3 jours, je ne sais pas vous, mais c'est assez vertigineux. Or, on a parlé de potentiel, de création de valeur avec l'IA. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est qu'on est l'adhésion en fait, de nos collaborateurs. Donc la manière dont on a attrapé le sujet chez Gares & Connexions, c'est l'entité qui gère les 3300 gares en France pour la SNCF, on est à peu près 5000. Je vais vous raconter un peu le parcours qu'on a eu pour se dire la valeur, si on veut la créer, c'est d'abord si les collaborateurs ont envie de jouer le jeu en fait. On voit bien que l'IA, ça peut développer les métiers, ça peut développer de la valeur ajoutée, mais la chose qui est plus importante pour nous, c'est de donner un peu des garanties à tous les utilisateurs que ce qu'ils vont faire ne va pas leur faire du mal. Quand on est devant un grand changement, en règle générale, les gens n'y vont pas parce qu'ils se disent « Oh là là, est-ce que ça pique ? Est-ce que je vais perdre mon emploi avec l'IA ?» On entend beaucoup ça. Et donc, la manière dont on a attrapé le sujet, c'est de se dire déjà, sécurisons le sujet en leur donnant une plateforme. Est-ce que je fais des bêtises en utilisant l'IA ? Autre verbatim qu'on entend souvent. Donc à la SNCF, on a une direction numérique qui est très très forte, qui a travaillé avec les différents partenaires LMNM en créant une plateforme complètement sécurisée. Donc tous nos collaborateurs peuvent utiliser de l'IA générative notamment dans un milieu sécurisé qui ne communique pas avec l'extérieur et donc s'essayer petit à petit, créer grâce à cet environnement. La deuxième chose, c'est que la plateforme elle est aussi sécurisée, c'est-à-dire qu'elle ne communique pas avec ses voisins. C'est un choix important, mais c'est de se dire je vais pouvoir expérimenter moi-même dans un immense sécurisé et après, si je veux le partager, il va falloir que j'aille voir mes petits copains pour raconter ce qui s'est passé. Deuxième chose qu'on a créée, c'est de dire il faut créer des espaces d'expression où les gens vont parler de ce qu'ils ont utilisé sans tabou et sans objectif aussi. On leur a pas mis un objectif de merci d'utiliser l'IA demain, gagner 20% dans vos tâches quotidiennes. C'est important parce que vous serez 20% de moins demain. C'est pas ça qu'on a posé, c'est testez-vous au maximum, faites-nous un retour de ce qui fonctionne, et puis on va aller ensemble sur ce chemin. La sensibilisation aux impacts environnementaux, elle est clé. Dans notre ADN, on fait rouler des trains, l'enjeu climatique, il est essentiel, il est complètement dans notre raison d'être. Et donc quand les gens font des requêtes sur la plateforme, ils voient tout de suite le coût économique et ils voient l'impact carbone. C'est un élément essentiel pour nous, de se dire, ce que je suis en train de faire, c'est quoi l'impact que ça a. Je pense que c'est une des clés de la réussite. Quatrième donnée, tous les providers de modèles d'IA générative, ils évoluent à des vitesses plus ou moins rapides. L'important, c'est d'être up-to-date sur ce qui est le plus intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est intéressant au niveau de la valeur de l'entreprise, mais surtout, on a un risque que les collaborateurs aillent voir ailleurs en se disant le modèle que j'utilise aujourd'hui, ce n'est pas le plus pertinent, donc je vais aller l'utiliser un autre qui ne sera pas dans une plateforme sécurisée, et là, on risque d'avoir des problèmes. Pour arriver à la manière d'accompagner ce genre de changement, il est important aussi que la direction des ressources humaines, elle ait un temps d'avance. Pourquoi ? Parce que l'IA, c'est un disrupteur, une super révolution, mais ça vient bouger potentiellement l'exercice des métiers, comment on apprend, et donc, c'est quoi les métiers de demain ? Donc la manière dont on a attrapé aussi ce sujet-là, c'est de se dire, on se donne un temps d'avance et on demande à la centaine de personnes qui bossent dans les ressources humaines dans notre écosystème, on leur a dit, vous avez un intérêt premier à comprendre comment ça fonctionne pour bien bosser demain. Donc ça fait 18 mois que les acteurs RH utilisent de manière complètement déstructurée de l'IA-gène pour se dire, moi au quotidien, je vais baisser mes tâches administratives qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais surtout, je vais essayer de me projeter dans les chaussures de mes chefs de projet, des gens qui font de la maintenance, des cols blancs, pour se dire, voilà, leur métier va bouger de telle ou telle façon. Le leitmotiv qu'on a donné, c'est si vous réduisez du temps, l'important, c'est comment vous allez le réinvestir. Et donc, on s'est dit, c'est pour le réinvestir dans du temps humain. Toutes les tâches que vous avez réussi à réduire, c'est une manière de mieux préparer l'interaction humaine que vous allez avoir par rapport à votre sujet que vous avez adressé. Je vais prendre un exemple. On parle souvent de risques psychosociaux. Quand on fait une étude RPS avec des entretiens, je pense qu'il est plus pertinent que la synthèse de ces entretiens soit quelque chose qui soit quasi automatisé,
Ça n'empêche pas l'utilisateur ou la personne qui fait la synthèse de lire tous les rapports. Mais en tout cas, le temps de synthèse est tellement chronophage, vaut mieux qu'il passe plus de temps à se dire comment je vais passer mon message au collectif, au manager, pour qu'il soit entendu, plutôt que de passer quelques heures à faire la synthèse lui-même. C'est le genre d'exemple de choses que qu'on a travaillé. J'avais été trop loin du coup là. Dernière chose, maintenir un dialogue avec les partenaires sociaux. Fondamentalement, on pense que c'est une super opportunité, l'IA. Donc, il est important que tous les acteurs soient alignés sur le fait que c'est une super opportunité. Je parlais des craintes au début, de crainte de faire des bêtises, crainte de donner des données confidentielles dans le cloud et qu'ils ne soient pas maîtrisés, crainte que ça réduise mon emploi et que demain, je sois sur la paille. Du coup, on a aussi formé, sensibilisé tous nos acteurs sociaux de la même manière qu'on l'a fait avec les gens de la fonction RH. Et puis, je viendrai sur le réseau des talents qu'on a aussi utilisé. Pourquoi? Parce que du coup, ils peuvent vraiment faire leur travail de représentants du personnel puisqu'ils ont le même niveau de connaissance. Quand on veut déployer quelque chose dans une organisation, il est essentiel aussi de se trouver des bons relais. Si on le fait direction métier par direction métier, direction support par direction support, on va avoir des gens qui avancent plus ou moins vite. Surtout, on ne crée pas de frottement entre les organisations. Nous, on a une chance, on a créé un COMEX des jeunes. Je ne vois pas le descriptif de ce que fait le COMEX des jeunes, c'est assez frais, ça vous bouscule, c'est très intéressant. Mais surtout, la manière dont on a créé ce COMEX des jeunes et notre réseau des talents, il est complètement systémique, c'est-à-dire qu'il irrigue toute l'organisation. Et ces personnes, elles ont un intérêt à fonctionner ensemble, parce qu'elles sont en cours d'apprentissage, parce qu'elles ont des projets transverses. Et donc, elles, non pas en étant un patron d'une entité qui dit « tiens, j'ai envie d'avoir telle chose pour telle valeur », eux, ils ont un intérêt à ce que, globalement, toute l'organisation avance de la même façon. Donc, on s'est basé sur cette couche intermédiaire, hiérarchique, systémique, pour avoir une profondeur de déploiement qui soit la plus endémique possible. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ils sont idéalement posés aussi dans l'organisation, dans ces couches intermédiaires, pour se dire à tel et tel endroit, on a un problème, ou on a besoin de simplification, ou au contraire, si on travaille de cette façon ou de cette façon, on va gagner de la valeur. Un des sujets avec l'IA générative, ou de façon générale avec les nouvelles technologies ou des avancées, c'est que les gens n'ont pas forcément, en tout cas c'est le frein que moi j'ai observé, que ce soit avec la fonction RH ou avec eux, c'est que projeter le champ des possibles n'est pas aisé. Donc rêver à qu'est-ce que cette technologie ou cet élément peut m'amener dans mon quotidien et m'amener comme gain, c'est pas si simple que ça. Donc de le faire avec des personnes qui sont dans des cycles de développement et qui donc sont en train de tout le temps se poser des questions de projection ou de simplification, c'est à mon avis une excellente plateforme pour cela. Une fois qu'on a créé ce joli dispositif de disrupteur pour travailler au sein de l'organisation de la manière la plus diffuse possible, il est important de se dire comment j'adresse aussi l'ensemble du collectif. Donc on a énormément investi sur la sensibilisation. Alors on utilisait les collègues de Hub Institute pour cela, et puis notre propre réseau interne de la direction numérique, pour dire l'IA, il y en a plusieurs, voilà les technologies qui existent, voilà ce que ça peut vous apporter, à vous de jouer. Et je l'ai dit, on a inclus aussi les partenaires sociaux dans ce point-là. Deuxième point, de se dire, dans chaque métier, commencez à identifier quelques cas d'usage et faites du test and learn. C'est-à-dire, vous allez, par exemple, monter un agent, vous allez, par exemple, nous dire que ce serait hyper intéressant qu'on développe un bot réduit sur une base de connaissances, par exemple, de projet. Donc vous testez, vous regardez le ROI, et le ROI, vous le regardez sur deux angles. L'angle de la valeur et de temps gagné, forcément, mais surtout l'angle du temps réinvesti. À quoi vous allez utiliser ce temps-là? Est-ce que c'est un temps pour aller voir les clients? Est-ce que c'est un temps pour aller voir les financeurs publics? Est-ce que c'est un temps pour mieux coordonner votre équipe pluridisciplinaire? Ça, c'est essentiel, en fait, d'avoir ces retours-là. Non pas que parce que ça explicite le ROI, mais aussi pour donner envie aux autres, je vais y arriver, d'aller dans cette aventure. Le sujet le plus important, une fois qu'on a fonction RH, on se l'est dit, bien projeté, qui a une bonne vision de quelle est l'évolution métier, du champ des possibles, de ce que ça peut avoir comme impact sur la manière d'apprendre ou de progresser au niveau des compétences essentielles. Deuxième chose, un environnement sécurisé pour que les gens se testent sans avoir aucune crainte et donc ça libère l'énergie sur ce sujet-là.
Troisième chose, des réseaux de personnes qui sont dans l'ensemble de l'organisation et qui ont hyper enthousiastes et qui ont envie de développer ça. Et après, comment on passe à l'industrialisation? De façon très humble, on utilise 2 leviers. Le premier, c'est de communiquer les ROI dont je vous ai parlé tout à l'heure et dire voilà, moi j'ai réussi à faire ça, 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 et c'est intéressant. Et deuxième chose, c'est d'utiliser ceux qu'on a déjà développés comme des ambassadeurs, avec des choses très simples. On parlait tout à l'heure en début de séquence des moments où de faire société dans l'entreprise quand on est en présentiel. Ça peut être un des sujets de la discussion de café ou quoi que ce soit en disant moi cette semaine j'ai fait ça, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on le fait. J'ai fait ça, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, j'ai eu le temps de faire telle chose ou telle chose. C'est de cette manière-là qu'on pense que la diffusion sera la plus pertinente possible. Voilà pour mon intervention. Merci de votre écoute.